le sujet, c'est la deuxième table ronde, les oubliés du numérique, proie facile pour les cybercriminels. Voilà un vrai beau sujet à évoquer, qui permet également d'évoquer un deuxième point, qui est tout simplement qu'une des missions du CEF6, au-delà des femmes dans la cybersécurité, c'est aussi la sensibilisation, c'est aussi tout le travail qui est à faire des plus jeunes vers les plus âgés. Bonjour, merci d'être là. Je vous propose de faire un petit pas de côté maintenant en parlant des oubliés du numérique. Les oubliés du numérique, j'aurais même bien dit les naufragés du numérique. Pourquoi ? Parce que ce sont deux populations tout à fait distinctes, mais qui souffrent. D'une part, les personnes qui sont électroniques ou qui ne connaissent pas bien le numérique et qui sont donc en désarroi devant ce sujet. D'autre part, énormément de collectivités locales et territoriales, d'hôpitaux, de petites entreprises, TPE, PME, qui utilisent le numérique parce que ça fait partie de la vie quotidienne, mais qui malheureusement n'ont pas d'équipe dédiée en cybersécurité et qui donc sont en désarroi dès qu'il leur arrive un problème. On voit aujourd'hui quasiment quotidiennement des collectivités locales et territoriales ou des hôpitaux qui sont piratés et dont les services sont en stand-by, sont dégradés, et donc c'est absolument désolant. Ce que je vous propose donc dans un premier temps, c'est de réfléchir autour des naufragés du numérique et des individus naufragés du numérique. On parle là des gens très jeunes ou des gens plus âgés qui ne maîtrisent pas le numérique. Et j'ai demandé à Souad de venir nous aider à réfléchir là-dessus, puisque Souad est psychologue clinicienne, qu'elle travaille avec des sujets en déclin cognitif, des personnes âgées, et donc elle travaille sur comment lever les freins par rapport au numérique. Elle nous fera part de son expérience. Elle travaille au lab de l'hôpital Broca, qui est spécialisé dans le déclin cognitif des personnes âgées. Et pas âgées d'ailleurs, je crois. Soit, corrigez-moi si je dis une bêtise. Voilà. J'ai demandé aussi à Michel Gérard de réfléchir avec nous, puisque en tant que président de Concio Technologies, il a depuis très longtemps créé des outils que nous utilisons dans les entreprises, grandes et petites, mais qui sont aussi mis à disposition sur une chaîne YouTube d'outils qui permettent de sensibiliser les personnes au numérique. Outils bien faits que je vous invite à aller voir sur cette chaîne YouTube Concio Technologies. Et puis, on passera aussi à la partie entreprise, TPE, PME. Dans ce cadre-là, Michel Gérard nous parlera aussi de son outil qui est déployé dans les entreprises. Et nous aurons comme spécialiste Linda, qui, elle, connaît très bien les problèmes, surtout que connaît le domaine médical. Donc, on parlait des hôpitaux et des outils qui permettent, et des réflexions qui permettent de les sécuriser au mieux. Et puis, Luc, qui vient d'Accenture et qui, lui, travaille pour aider les ENS, les former, les sensibiliser pour qu'eux-mêmes soient les relais de ce qu'il y a à faire pour les entreprises TPE et PME. Voilà. Ce que je vous propose, c'est dans un premier temps donc, de passer la parole à Souad, qui va nous expliquer ce qu'elle fait depuis plus de 10 ans maintenant. Alors, bonjour, donc je ne viens pas du tout du domaine de cybersécurité. Donc, je suis plutôt de la clinique et du terrain du sujet âgé et de la perte cognitive. Donc, l'hôpital Broca, c'est un hôpital gériatrique dans lequel on a différents services. Et au sein de l'hôpital Broca, on a développé un laboratoire qui s'appelle le Living Lab, c'est-à-dire faire de la recherche avec les besoins du terrain et comment, à partir du terrain, on va réfléchir le terrain et réfléchir surtout avec les personnes concernées, comment chercher des outils, comment adapter les outils et comment accompagner ces outils jusqu'à la dissémination.
Donc le sujet âgé, il est toujours au cœur de notre réflexion. C'est lui qui va réfléchir avec nous et on va adapter tous nos projets en fonction de ses capacités à lui. Donc par exemple, on va travailler sur la couleur au niveau de l'image, on va travailler sur le caractère des chiffres, des lettres. Donc on va vraiment adapter l'outil qu'on va concevoir pour les besoins du terrain à partir des capacités de nos seniors, et c'est eux qui vont le critiquer, qui vont l'accompagner jusqu'au bout. Donc je suis vraiment du terrain, et on a vu notre but, un de nos projets sur lesquels il y a 2 projets sur lesquels j'ai travaillé qui concernent la numérique, c'est vraiment comment travailler sur cette barrière numérique qui existe, qui est imposée au sujet âgé, parce qu'il n'a pas le choix, on va vraiment vers le numérique, ça se développe, c'est quelque chose qui est imposé, mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas l'assurance d'accéder, donc ils ont du mal à y aller. Et donc, on a travaillé sur un projet qui s'appelait Genre en technologie et vous, qui était financé par la Fondation de France, et dans lesquels on a été voir un petit peu comment ça se passe. On recevait des seniors, on prenait des produits, on les critiquait, on a fait un projet dans lequel on a évalué beaucoup de produits numériques, et à la fin, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de seniors où ils étaient vraiment à fond dedans, où il y a des gens qui disaient « moi, je ne peux pas, je ne me sens pas en sécurité, non, c'est trop compliqué pour moi ». Donc, on s'est dit, dans un deuxième projet, si on crée réellement l'espace adapté, sécurisé, accompagné petit à petit, est-ce que nos seniors, ils vont monter vraiment dans le train? Et donc, on a conçu un projet qui s'appelle le Café Multimédia, qui dure maintenant depuis 10 ans, à une fréquence d'1 fois par mois, dans lequel on va tester beaucoup d'outils, et c'est les seniors qui vont les critiquer. Et c'est un espace aussi dans lequel on va les initier à découvrir ce monde des multimédias. Donc vraiment, c'est plutôt un espace dans lequel on va réfléchir sur les freins. Quels sont les freins qui permettent, qui bloquent auprès de nos seniors, et qu'est-ce qu'on pourra vraiment mettre en place pour bien les accompagner dans ce sens. Donc voilà. Alors, vous n'avez pas spécifiquement un aspect sécurité, puisque le lab de Broca, il teste beaucoup d'outils. Tous les petits robots que vous voyez, Pepper, l'espèce de petits phoques, les petits chats, les petits chiens, etc., pour mettre dans les EHPAD, typiquement, c'est le lab de Broca qui les teste. Alors, ce n'est pas vraiment sécurité, mais c'est vrai que nos seniors, ils questionnent toujours la sécurité. À chaque fois qu'on a un nouveau projet, mes participants, ils me disent qui finance ce programme? Est-ce qu'il y a des mutuelles derrière? Est-ce qu'il y a des assurances derrière? Qu'est-ce qu'on va faire de nos données? Par exemple, on teste des robots au domicile. Et à chaque fois, on me dit, mais qu'est-ce qu'on va faire de tout ce qu'il a enregistré, ce robot qui traite Donc, ils sont très, très inquiets. Et du coup, on n'a pas toujours la réponse, parce que c'est vraiment pas notre secteur. Je pense que c'est votre secteur de sécuriser ça. Mais c'est vrai qu'il y a cette question un petit peu, est-ce que je me sens à l'aise pour y aller, et comment je peux y aller sans être inquiet, et qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux pas faire, et quels sont vraiment les modes d'accompagnement de nos seniors pour y aller en sécurité. Donc, c'est vraiment travailler sur tous ces freins, et puis prendre surtout en considération cette perte cognitive, parce que dans l'accompagnement de nos seniors, il y a 2 catégories. Il y a ceux qui ont encore toute leur tête et qui restent dans une voie, et puis l'autre, à côté, quand on commence à avoir des petites pertes, des troubles cognitifs, qu'est-ce qu'on va faire encore de cela, et comment toutes ces voies qui sont vraiment des voies de richesse, de stimulation cognitive, comment on peut encore les utiliser tout en étant en sécurité. Donc, c'est vrai qu'on teste beaucoup de projets. Tous vos projets seront les bienvenus au Broca Living Lab, parce que c'est un espace vraiment 1 fois par mois dans lequel il y a des seniors qui vont voir votre outil, vous dire tout simplement s'il est adapté, s'il faut corriger. Et c'est un espace où on rapproche, les chercheurs sont au plus près des personnes pour lesquelles ils travaillent. Donc, on rapproche les seniors du monde de la recherche, et on rapproche nos chercheurs des besoins réels du terrain. Merci beaucoup, Souad. Je pense qu'en complément de ce que vous venez d'exprimer, Michel, vous avez, un certain nombre une expérience aussi sur la sensibilisation des personnes.
Oui, tout à fait. En fait, nous, notre métier, c'est de fournir en fait à nos clients à la fois des contenus et des solutions qui permettent de mettre en œuvre des campagnes de sensibilisation à la cybersécurité. Habituellement, nos clients donc, sont plutôt des grandes entreprises ou des entreprises, on va dire, déjà conséquentes, équipées de services informatiques, en général avec un RSSI. Donc, c'est beaucoup plus difficile pour, je dirais, le tout un chacun, ou en tout cas pour les plus petites entreprises, de pouvoir bénéficier de ces outils. Donc c'est pour ça qu'en parallèle de ce que l'on fait, on a créé maintenant depuis, alors je sais plus, ça doit faire 4 ou 5 ans, une chaîne YouTube. Et sur cette chaîne YouTube, en fait, on met un certain nombre de nos vidéos, on fait beaucoup de vidéos. On a une équipe chez nous qui est vraiment formidable, essentiellement constituée de femmes d'ailleurs. Je crois qu'il y a un seul homme dans cette équipe qui crée effectivement des vidéos de sensibilisation et de communication sur les différents aspects qu'il peut y avoir en matière de cybersécurité. Donc, à la fois, quelle est la menace, quels sont les dangers, comment s'en prémunir, etc. Enfin, je ne sais plus combien il y a de vidéos aujourd'hui, mais il y en a probablement plusieurs dizaines, pas loin, peut-être même plusieurs centaines, parce que ça fait un moment qu'on a cette chaîne. Et effectivement, on voit bien, d'ailleurs, on en mesure un peu la diffusion. Je crois, dans le dernier mois, il y a pas loin de 10 000 vues, je crois, quelque chose comme ça. Et ça va en augmentant. On a pas mal d'abonnés. On doit avoir 2500 abonnés. Alors, c'est vrai qu'à l'échelle de la problématique de la sensibilisation cyber, on est loin du compte. Mais de toute façon, je pense qu'on n'est pas non plus les seuls à faire ça. Donc, en rassemblant nos efforts, on touche de plus en plus de monde. Donc, je dirais que ces vidéos-là, donc, mise à disposition donc gratuitement au travers de cette chaîne, permet de toucher un nombre toujours plus important de personnes, et y compris à l'étranger. J'ai découvert, j'ai eu un contact il n'y a pas très longtemps, de l'ANSSI de Djibouti, qui effectivement diffuse nos vidéos YouTube également pour ses propres campagnes de sensibilisation. Donc on va au-delà des frontières, même si elles sont essentiellement en français, donc on touche surtout un public francophone. Bon, il y en a quelques-unes qui ont été diffusées en anglais aussi sur la chaîne YouTube, mais c'est surtout de la francophonie qu'il s'agit. Donc voilà, donc on a cette chaîne-là qui peut être utilisée et accessible au plus grand nombre. On a également, j'ai rédigé un petit livre, j'ai amené ici parce que c'est plus parlant de le voir là, donc c'est « Le piratage informatique ne passera pas par moi ». Alors les plus anciens se souviennent de la formule qui n'était pas liée au piratage informatique, c'était à l'époque des années 80, je crois, donc c'était « Le sida ne passera pas par moi ». Donc j'ai repris ça comme baseline. Et donc c'est un livre très simple, illustré, accessible, que j'ai voulu garder à un prix relativement raisonnable. Il est de 9,50 €. Je ne dis pas ça pour que vous passiez commande aujourd'hui, c'est juste pour vous montrer, vous présenter la démarche. Non. Et donc, l'objectif, c'est effectivement qu'il puisse être accessible au plus grand nombre. Et puis aussi, dans notre équipe, dans l'équipe de création de contenu dont je parlais tout à l'heure, on réserve en fait un temps, parce qu'évidemment, ils ont un programme de développement des vidéos par rapport à notre catalogue, par rapport à des demandes clients. Mais depuis maintenant un an, oui, j'ai décidé de réserver une partie de leur temps pour qu'ils puissent créer aussi des vidéos sur des sujets, des thématiques qui leur tiennent à cœur et qu'on va diffuser au travers d'associations ou au travers de tout autre biais, de façon totalement gratuite. Là, récemment, en fait, il y a une vidéo qui a été... Vous avez tous entendu parler, j'imagine, de ce jeune garçon de 14 ans qui a mis fin à ses jours parce qu'il a été cyberharcelé suite à une sextorsion, en fait, à une vidéo qui avait été prise à son insu, ou en tout cas contre sa volonté. On a fait une vidéo de sensibilisation justement pour les adolescents sur finalement ces risques de sextorsion et sur ce qu'il faut faire lorsqu'on est victime de ça. Et je crois que maintenant, pas mal d'associations de parents, mais également des associations qui s'occupent des jeunes, utilisent cette vidéo. Donc l'objectif dans cet axe-là, c'est de permettre justement à l'équipe de créer aussi des supports qu'on diffuse au plus grand nombre en la matière. Un acte citoyen, donc. On essaye aussi, oui. Merci beaucoup. Mais vous avez aussi l'utilisation de vos outils dans des TPE, PME. Oui, alors absolument. Donc, on a développé une
une version en fait, du logiciel qui s'appelle Rapid Awareness, pour bien parler français, et dont l'objectif est de simplifier considérablement la mise en œuvre de campagnes de sensibilisation cybersécurité. Et donc, elle est à la fois accessible, je dirais, en termes de prix, puisque une PME peut utiliser ce logiciel-là et lancer une campagne de sensibilisation pour quelques dizaines d'euros ou quelques centaines d'euros. Donc, c'est vraiment pas le prix qui est le problème dans ce cadre-là. Et de faire en sorte que ce soit le maximum automatisé pour qu'elle ait très peu d'efforts à fournir. Donc, cependant, force est de constater quand même que la sensibilisation dans les petites entreprises, ça reste très compliqué, la sensibilisation cybersécurité. Je ne sais plus combien il y a de PME en France, mais enfin, il y en a quelque chose comme 2 millions, je crois, enfin quelque chose comme ça. Plus que ça, 3,5 millions. Donc, on est très très loin du compte. Et même si on n'est pas les seuls à faire de la sensibilisation, je pense que sur la cible PME, on est très très loin du compte. On a très peu de PME qui utilisent directement. Vous me dites si je suis trop long. Non, ça va. Et on a très peu on a très peu de PME qui viennent d'elles-mêmes et directement, je dirais, utiliser ce type de solution. Ça passe beaucoup par leur propre prestataire informatique local, parce que la plupart des PME utilisent un outil informatique et donc ont des prestataires, quand je dis la plupart, toutes utilisent, et donc ont des prestataires locaux et qui, dans l'ensemble des services qu'ils proposent en fait aux PME, proposent effectivement et mettent en œuvre ce type de campagne de sensibilisation à l'intérieur des PME. Donc effectivement, il y a encore beaucoup à faire en la matière. Bon, une marge de progrès considérable, si j'ai bien compris. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir, Linda, les outils, parce que la sensibilisation, c'est un axe, la protection, c'est un autre pilier de la cybersécurité. Donc, vous avez travaillé sur des outils qui permettent de protéger, surtout dans le domaine médical. Pas seulement, mais c'est vrai que c'est ce qu'on voit beaucoup aujourd'hui comme faiblesse. Donc, je suis dans l'informatique depuis 1994, donc complètement différent de Swad. Les dernières quelques années dans le cyber. Et en fait, nous, on fournit des logiciels et ces logiciels, ils protègent, détectent, permettent de répondre à des attaques. Mais effectivement, on se rend compte que ces solutions sont faites principalement pour des très grandes sociétés, réellement, avec des personnes qui savent les manipuler, les mettre en place, qui savent quoi en faire quand il se passe quelque chose, qui peuvent réagir. Voilà. Et on a toujours ciblé ces endroits-là. Personnellement, j'ai eu des anecdotes récemment où on se voit où de très très petites entreprises, des cliniques ou des hôpitaux étaient attaqués. Moi, j'habite dans le sud-ouest de la France. Mon mari il a une toute petite entreprise avec 6 personnes. Moi, je suis dans l'informatique depuis longtemps. Jamais j'aurais imaginé que la société de mon mari pouvait être une cible des cybercriminels. Bloqué. Encryption, malware. Mon mari qui m'appelle me dit « J'ai un truc qui se passe, je ne sais pas ce que c'est. » Incroyable. On n'aurait pas imaginé d'une petite société comme ça peut être cible. Mais j'ai envie de dire que comme c'est des lâches, et comme ils savent que c'est plus facile d'attaquer ce genre de personnes, ces gens qui sont oubliés dans ce numérique, ils ont fait ça. Aussi, dans notre région, notre CHU à Dax, dans les Landes, s'est fait attaquer, tout bloqué, des opérations arrêtées. Et c'est là où on se dit qu'effectivement, il faut que nous, des spécialistes de la sécurité, mettent en place des services pour ce type d'entreprise. Donc, chez nous, mais pas seulement chez nous, il y a maintenant une vraie envie d'aider jamais dire les plus faibles, on utilise le mot oublié, mais c'est réel, de se protéger. Donc, avec des partenaires, on a essayé de combler les problèmes chez ces sociétés-là. C'est-à-dire, ils n'ont pas de savoir-faire, ils n'ont pas les ressources, ils n'ont même pas d'informaticiens chez eux pour les protéger. Alors, avec les partenaires, on a mis en place des services qui peuvent s'inscrire. Ça peut être des petites sociétés de 2 personnes, comme ça peut être 20-30 personnes. Et nos partenaires leur fournissent le savoir-faire, mettent en place le logiciel et fait proactivement une surveillance de leur système pour les avertir dès qu'on aperçoit qu'il y a peut-être
une opération malicieuse en place. Voilà. Et vous avez parlé de la santé. Un des plus grands secteurs qui a profité de ce type de solution, ce sont les CHU, les cliniques, les EHPAD, madame vient de ce domaine-là, qui avaient besoin de se protéger. D'accord, ça veut dire qu'il existe aujourd'hui des outils financièrement accessibles, voilà, abordables, pour des petites entreprises qui n'ont pas les moyens d'avoir un directeur informatique ou même un responsable informatique et encore moins un responsable de la sécurité. De plus en plus abordable, et je rebondis sur ce que Michel a dit tout à l'heure, il ne vient pas naturellement vers nous, ces sociétés-là, au départ, mais quand on a, malheureusement, c'est souvent après une crise, quand on a cette opportunité, on se rend compte qu'ils peuvent se protéger beaucoup mieux à un coût abordable pour leur société, ça c'est certain, mais ils ont aussi la capacité de rencontrer d'autres personnes dans la région, d'autres entrepreneurs, d'autres petites sociétés, et échanger sur, comme Michel l'a dit tout à l'heure, comment faire en sorte que les employés de ces petites entités se rendent compte que quand on clique sur quelque chose dans les emails, il peut avoir des conséquences qu'il faut être aware. J'aime pas utiliser ce mot. Van Damme l'a tellement bien utilisé. Qu'il faut être vraiment conscient qu'il y a des impacts potentiels. Et ça fait partie de ce service-là. Oui, donc on parle bien non seulement des oubliés, mais des naufragés, c'est-à-dire que l'on vient à la cybersécurité comme les grandes entreprises il y a 10-15 ans, parce qu'on a eu des incidents de sécurité. Le meilleur moyen d'avoir un budget en cybersécurité, malheureusement, c'est d'avoir un incident. Et là, tout d'un coup, tout le monde est très motivé. Luc, vous avez une expérience dans la formation, l'accompagnement des relais, des partenaires relais de l'ANSSI, par exemple, ou d'autres structures Alors tout à fait, vous allez vous demander pourquoi Accenture, effectivement, qui a d'habitude l'opportunité et travaille plutôt avec les très grosses sociétés, les grands groupes. En fait, tout ça n'est qu'une question de chaîne et de maillage. On s'est rendu compte, comme l'a évoqué Linda, que malheureusement, depuis quelques années, les PME, PMI, les ETI sont ciblés et ce sont des vecteurs pour les très grandes entreprises. Une entreprise travaille forcément avec un écosystème, travaille avec des PMU locales, et lorsque celles-ci sont attaquées, ça met en défaut aussi la grande entreprise. Donc, il nous a été demandé, à la fois par les institutionnels, les gouvernements, les collectivités et les grandes sociétés, de travailler sur ce maillage. Comment faire en sorte de ce qu'ils appellent protéger les tiers. Les tiers, c'est effectivement les gens qui sont au contact de vous, les PME de 10 personnes, les ETI, les hôpitaux, les grandes institutions, on va dire, régionales. Comment on arrive à les sécuriser. On travaille avec eux sur 3 axes. La première, c'est de trouver pour elles, effectivement, l'écosystème informatique qui leur permet d'être plus proche d'elles. L'acteur local qui va travailler avec la PME-PMI. Peut-être que de temps en temps, si c'est dans le sud-ouest, c'est peut-être le copain du chef d'entreprise qui, lui, fait de l'informatique et en qui on a confiance. Donc comment on aide cette société-là d'informatique à prendre le risque cyber à bras-le-corps pour pouvoir aider ses partenaires qui y travaillent. Donc ça, c'est un acte que l'on fait de façon régulière, en animant effectivement différents consortiums, colloques que l'on mène avec eux, pour également leur proposer de l'expertise. Donc ce n'est pas forcément du mécénat, mais souvent on en fait. Et c'est important de passer le message. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, comme l'a évoqué Linda, c'est la mise à l'échelle des infrastructures. Certains n'ont pas de système informatique, ou du moins très peu. J'ai un PC, j'ai mis un serveur pour gérer mon système d'encaissement ou ma logistique, point. Et puis lorsqu'il est bloqué, qu'il y a un ransomware, qu'est-ce que je fais? Donc comment on est capable de trouver une trousse à outils? J'ai une amie qui m'a dit un jour, Luc, arrête de me parler compliqué, dis-moi quelle trousse à outils il faut que j'ai, quelle est la trousse de secours lorsque je suis attaqué. C'est la mallette. On parle de ransomware, on parle de virus en fait, on parle du Covid, on parle qu'est-ce que j'ai comme trousse pour pouvoir sauver mon entreprise. Et on a travaillé sur ça. Donc c'est quoi effectivement cette mallette magique, qui est plus ou moins magique, mais qui permet effectivement d'avoir les premiers réflexes, de savoir comment je vais pouvoir commencer à traiter le malade. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième point.
Le troisième point, et c'est vraiment important, on parlait de sensibilisation. Sensibilisation, c'est de vous tous, de tous les employés, mais c'est surtout d'accompagner le chef d'entreprise. Parce que le chef d'entreprise, forcément, la cyber, ce n'est pas son domaine. Son métier, ce n'est pas de gérer l'informatique, c'est faire en sorte qu'il puisse soit aller revendre des pièces détachées, c'est d'envoyer ses employés pour repeindre la maison de Tantillier parce qu'il a eu un dégât des eaux, qu'a vécu, forcément. Et je pense que c'est important, c'est l'accompagnement du chef d'entreprise. Donc, comment on lui donne les outils pour qu'il soit, lui, sensibilisé et qu'il mette les bonnes pratiques en place. Il y a un tas de guides qui ont été écrits, un tas de formulaires qu'on a co-créés avec l'ANSSI, et puis différents groupements, les CGPME, etc., pour mettre en place ces bonnes pratiques qu'un chef d'entreprise doit avoir sur son système d'information. C'est des choses qui sont souvent assez simples. On parlait d'email, donc sécuriser ses emails, s'assurer que son système est toujours au dernier niveau de ce qu'on appelle le patching ou de mise à jour logicielle. Mais concrètement, est-ce que c'est son métier? Est-ce qu'il le fera? Souvent, la réponse est non. Dans la question, on a la réponse. Donc, c'est comment on fait en sorte de le sensibiliser sur le fait que ça devient nécessaire. Et que potentiellement, peut-être qu'il faut aussi un investissement pour passer sur des solutions qui sont sur le cloud, qui, elles, sont naturellement sécurisées. Je ne vais pas rentrer dans le débat du cloud ou du pas cloud, ce n'est pas l'objet. Mais il y a beaucoup de solutions pour les PME, PMI qui sont déjà sur des environnements qui sont cloudifiés. Et donc, ça veut dire que les mises à jour logicielles sont déjà faites. Ça veut dire que les principes de sécurité sont déjà installés. On parlait de est-ce que j'ai une infrastructure ou pas? On leur propose. Et ça veut dire qu'il y a sur les 3,5 millions ou 4 millions de TPE qui existent, je pense que c'est important qu'une partie aille dans cette logique-là. Donc, on travaille avec elles sur ce sujet-là. Et puis, le dernier axe que je voudrais aborder, pour assurer un chef d'entreprise, une entreprise au plus proche du territoire, il faut travailler, comme je l'ai dit, avec ces acteurs qui sont proches. À qui fait confiance un chef d'entreprise? À son assureur ou à son banquier. Donc, en fait, on travaille avec eux, et on a lancé une initiative, par exemple, avec le Crédit Agricole dans le sud de la France, où ils ont créé une filiale qui s'appelle Cyberway. En fait, on fait du coaching de chefs d'entreprise sur qu'est-ce que ça veut dire le risque cyber et potentiellement la mise en place d'assurance cyber s'il faut, ou du moins de compréhension de la mise à niveau. Et on essaie de développer ça au maximum parce que lorsque son banquier lui dit « t'as pas le choix parce que c'est pour sécuriser tes comptes et sécuriser les miens », ben, comme par hasard, il le fait. Voilà. Donc, il faut qu'on soit pragmatique et c'est comme ça qu'Accenture essaie de travailler avec l'écosystème pour valoriser effectivement au plus proche du territoire la cybersécurité. Merci beaucoup. C'est tout un pan de métier d'Accenture qui est quand même nouveau aujourd'hui pour vous ou Oui, ça reste un pan qui est nouveau parce que malheureusement, alors je ne sais pas si c'est des chiffres que vous connaissez, mais dans le monde de la cyber, en France, en 2022, il manquait 15 000 personnes. On estime qu'il manque entre 1 et 2 millions de personnes à travers le monde. Donc malheureusement, on est toujours en manque de ressources. Donc de pouvoir aller au plus près des territoires, ça demande encore plus d'énergie et plus de ressources, mais je pense que c'est nécessaire pour tout le monde. Donc c'est aussi pour ça qu'on fait partie du campus cyber, c'est aussi pour ça qu'on travaille sur l'ensemble de ces commissions autour de la cyber-résilience pour les PME, ETI. Moi-même, je m'engage sur ces sujets-là dans les Yvelines. C'est des choses qui sont importantes de promouvoir parce que je pense que c'est la résilience de chacun d'entre nous pour demain. Merci beaucoup. Je vous propose, pour terminer cette table ronde, que chacun de nos intervenants vous recommande une action prioritaire et 3 recommandations. Après, il y aura des questions, Yves. Je n'en doute pas. Donc, mais comme ça laisse le temps de développer un petit peu. Souad, qui veut commencer? Michel, Souad? Alors, une action prioritaire, c'est vraiment prendre en considération les seniors et leurs besoins et leurs capacités dans tous vos messages, dans tous vos accompagnements. Tout ce qui est proposé pour eux, d'abord de ne pas les oublier, parce que voilà, comme ça, ils restent quand même, ils restent toujours là avec eux. Et parce que là, c'est aussi un facteur d'isolement chez le sujet âgé. Et ça, vraiment, nous, on lutte contre cet isolement.
Et d'ailleurs, le premier projet, c'était contre l'isolement. C'est pour ça qu'on a travaillé sur tous ces multimédias. Et de prendre vraiment en considération leur capacité, donc peut-être le faire avec des gens du terrain. Tous ces messages, donc, ils doivent être vraiment vulgarisés, adaptés, simplifiés pour que ça soit accessible et surtout peut-être le faire dans des espaces un petit peu où ils sont accompagnés, dans lesquels il y a déjà un espèce de lien, enfin, un espace de confiance pour aller plus loin dans ces accompagnements et s'assurer vraiment que tous ces messages, tous ces accompagnements créés vont aller jusqu'au bout et arriveront vraiment chez eux. Et est-ce que vous avez des recommandations ? Alors, les recommandations pour moi, c'est vraiment d'abord tester tous vos projets, tous les outils. Venez les tester chez nous, enfin chez nous ou ailleurs, mais en tous les cas avec des gens du terrain, des gens qui connaissent vraiment la maladie ou qui connaissent vraiment le sujet âgé, et puis multiplier peut-être tous ces espaces d'accompagnement dans lesquels on pourra aussi injecter un petit peu toute cette expérience et tout ce savoir-faire d'accompagnement du sujet âgé pour intégrer et adopter le numérique en toute sécurité. Oui, d'ailleurs, à ce sujet, j'ai lu il y a 48 heures un document extrêmement intéressant de l'Observatoire de l'inclusion numérique, donc, qui est une somme de tout ce qui est inclusion numérique sur le territoire français. Et sur les 70 ou 80 pages, je vous rassure, il n'y a pas eu une seule fois le mot sécurité. Donc on est dans l'inclusion numérique, la sécurité. Quelle est votre première action? Et puis, quelles sont les 3 recommandations que vous feriez, soit pour des personnes, soit pour des PME, TPE? Alors, je n'ai pas forcément réfléchi en termes de recommandations. En revanche, il y a un sujet, alors c'est un peu quelque chose que je vais lancer comme ça. Je pense que ça peut amener effectivement à des questions ou des débats. Mais alors, je crois que c'est en Espagne. Il y a un dispositif qui existe justement pour vis-à-vis des PME et des TPE. Parce que je rejoins ce que disait Luc tout à l'heure, c'est que c'est très difficile de motiver les chefs d'entreprise en fait à se préoccuper du sujet. Non pas qu'ils ignorent le sujet, mais c'est vrai qu'ils sont pris par un quotidien où la trésorerie et je dirais la fin du mois priment sur effectivement ces considérations. Et donc c'est très compliqué. Et je crois que, si je ne me trompe pas, c'est qu'en Espagne, en fait, ils ont mis en place un crédit d'impôt cybersécurité pour les entreprises. Et effectivement, je pense qu'une telle initiative résonnerait forcément aux oreilles des chefs d'entreprise pour se préoccuper du sujet. Alors, ça coûterait de l'argent, c'est sûr, mais on n'étant pas dans la période du quoi qu'il en coûte. Et ça serait sûrement une façon de favoriser en fait la prise en compte finalement du sujet cyber par l'ensemble des entreprises du tissu économique en France. Oui, puis ça permettrait peut-être d'alléger les assurances cyber que la DG Trésor recommande de prendre auprès des entreprises, qui donnent lieu à beaucoup de contestations. Et puis, de toute façon, ça coûte toujours moins cher qu'un incident. Absolument, absolument. Linda, je vais vous poser la même question. Je pense qu'en recommandation, j'en ai juste une seule réellement, mais qui est assez large. Pour ceux parmi nous qui font partie déjà de ce monde d'informatique ou ce monde cyber, je pense que c'est notre responsabilité de vulgariser beaucoup plus autour de nous tout ce que nous on sait. Par là, je veux dire que quand on a un exemple d'un SMS qui arrive sur notre portable, qu'on sait qu'il faut jeter à la poubelle, qu'on fait nous immédiatement, il faut le prendre, il faut le montrer à maman, à papa, en disant, voilà, un bon exemple de quelque chose qu'il ne faut pas faire. On ne le fait pas parce que nous, on sait tout de suite qu'il faut le jeter parce que c'est potentiellement dangereux. Mais est-ce qu'on prend le temps de montrer à nos enfants, voilà, attention, quand quelque chose comme ça arrive, il ne faut pas cliquer, les parents, pareil. Cette même recommandation, c'est aussi pour nos entourages qui sont soit des employés ou soit des entrepreneurs de ces petites entreprises, de faire partager avec eux ce qui nous arrive. Moi, je suis dans une société de cyber. On est,
je ne sais pas combien on est 2000 personnes. On a eu une attaque via de phishing hier qui était juste parfait. C'était magique. C'est arrivé. Évidemment, on est bien entouré, donc c'était attrapé immédiatement et c'est allé nulle part. Et les collègues, ils ont même un peu rigolé de ça. Mais de suite, je l'ai pris et je l'ai montré à mon mari avec toujours son petite entreprise. J'ai dit, mais regarde ce truc, quoi. N'importe qui pouvait tomber dedans. C'est hallucinant. Donc, les seules recommandations que je peux avoir pour nous qui font partie du monde informatique et cyber, c'est au lieu de juste se protéger nous-mêmes, pourquoi pas prendre des photos de ça ou prendre 5 minutes de communiquer à ces PME, à ces entourages qu'on a, pour qu'ils soient aware, j'allais dire de nouveau, excusez-moi, mais qu'ils se rendent compte de à quel point ces personnes sont bons, sont lâches, et qu'on a besoin de se protéger. Ça revient tout à l'heure dans la table ronde. Il y avait un des speakers qui a parlé de comment elle a présenté son travail à son enfant, qu'elle a protégé les gens des mauvais ordinateurs. Eh bien voilà, c'est juste un acte supplémentaire pour aller dans ce sens. Oui, d'ailleurs, la protection via nos enfants est très importante. Moi qui ai fait des années la cyberpatrouille avec mes enfants, j'ai eu tout un tas de remontées des copines, des parents, des copines, etc. et des copains qui me disaient on lui a volé son compte Facebook, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce qu'on doit faire, comment on doit réagir, etc. Donc, passer la cybersécurité via les enfants est aussi une très bonne façon de les sensibiliser dès le plus jeune âge. Et la cyberpatrouille, pour voir ce qu'ils publient sur les réseaux sociaux, pour leur expliquer que ça n'est pas raisonnable, comme d'ailleurs pour les personnes plus âgées qui ont tendance à publier énormément de choses. Les photos des petits-enfants, elles y sont systématiquement. Alors les photos des chiens, des chats, etc. Donc là-dessus, il y a une sensibilisation qui est d'ailleurs très bien présentée dans la Hack Academy, toutes les vidéos qu'avait fait le CIGREF via justement la Hack Academy. Et Luc, vous avez aussi des recos ? J'en aurais beaucoup, mais on va faire un focus. Non, une seule, surtout pour effectivement le monde des TPE, PME, c'est la plus importante, c'est de toute façon passer par une cyberassurance. Parce que, comme on vient de le dire, au final, lorsqu'on est attaqué, ça coûte de l'argent, ça arrête une société, et si on n'est pas assuré, on peut mettre la clé sous la porte. Donc c'est important de toute façon. Alors ce n'est qu'une réponse financière, vous allez me dire, mais elle est nécessaire pour ces environnements-là. Et pourquoi je dis ça ? Parce que je rebondis, Michel, sur ce que vous avez dit par rapport au crédit d'impôt. Je pense que ça serait effectivement plus que judicieux, sans vouloir être alarmiste, je dirais le terrorisme international, les guerres ukrainiennes et l'achat de missiles, et vous le vivez tous les jours, passent par le cyberterrorisme. C'est comme ça qu'on finance un tas d'organismes et de gouvernements. Voilà. Il n'y a pas que la vente du gaz et du pétrole, et que ça ne va pas s'arrêter. Puisque c'est, sans le dire, parce que personne n'en parle, mais c'est une forme de 4e guerre mondiale, et elle a commencé il y a déjà quelques années, malheureusement. Et donc la seule façon, puisqu'ils ont très bien compris, comme l'a dit Linda, que s'attaquer aux très gros, forcément, ça devient de plus en plus compliqué, et ben, on s'attaque aux maillons les plus faibles. Et donc, effectivement, la seule réponse possible, c'est la mise à l'échelle, la mise à niveau des infrastructures. Et donc, il faut s'occuper des PME, PMI. Donc, effectivement, je me ferai porte-parole de ce que vous dites, parce que je pense que c'est important. Oui, je crois qu'il faut tous qu'on se fasse porte-parole de cette idée parce qu'elle est brillante. Et donc, c'est à nous aussi de porter les bonnes idées et de porter les idées constructives qui peuvent aider les PME, TPE. Il ne faut pas oublier que, par exemple, l'artisanat, donc des toutes petites structures, est le premier employeur de France. Donc, si on détruit les petites structures, concrètement, on détruit de l'emploi. Et de l'emploi, de l'argent, des impôts, du PIB, etc. Donc il faut protéger aujourd'hui ces structures, sachant que quand on parle cyberassurance, faites attention aux franchises, parce qu'il faut qu'elles soient au bon niveau. On pourrait avoir un long débat sur les cyberassurances, mais c'est la seule réponse qu'on ait aujourd'hui. Donc vous êtes la première question. Voilà, Maxence Demerlet, je suis la directrice numérique au MEDEF.
Alors, j'avais une remarque et une question. Une première remarque, c'est on a tenté et on a emmené dans notre aventure la CPME et l'UDP, donc les artisans et ceux que vous citiez, madame, dans une formule allégée qui s'appelle l'alerte cyber sur l'idée de la météo. Parce que effectivement, quand il y a une tempête ou un cyclone qui arrive, on ne vous dit pas combien de pression il fait à 8000 mètres d'altitude et le sens du vent. On vous dit un cyclone arrive et fermez vos volets. Et donc, on est parti du même principe pour la cyber. On a travaillé avec l'ANSSI Cybermalveillance qui nous sélectionne au CERT.fr les cas d'attaque qui sont les plus exploités, qui causent le plus de dégâts. Et à ce moment-là, en concertation, ils nous fabriquent l'alerte que nous, on diffuse alors à ce stade à nos adhérents, mais pas que, puisqu'il n'y a même pas besoin d'être adhérent au MEDEF en réalité, mais ce n'est pas commercial. Nous le diffusons, le CPME et l'UDP aussi. Maintenant, l'Association des maires de France s'est mise avec nous aussi. Et Cybermalveillance, c'est sur ces réseaux. Donc surtout, abonnez-vous à cybermalveillance.gouv.fr. Ça serait super, mais je viendrai vous voir, monsieur. Peut-être qu'on pourrait faire quelque chose avec vous. Donc ça, c'est plutôt une remarque. Moi, je suis complètement d'accord avec vous. Il faut vraiment signaler, en tout cas, les mises à jour, des cas de failles, mais flagrants, sur lesquels il n'y a pas de réaction. Et malheureusement, il n'y a pas de réaction parce qu'il reste encore beaucoup d'entreprises qui ne sont pas très bien numérisées en France. Alors, j'ai une question. Moi, sur la sécurité et les usages, effectivement, pour des publics, je vais dire, voilà, plus en difficulté. D'abord, je crois que c'est un journaliste qui a utilisé l'expression de déficit numérique en France. Il y a quand même beaucoup de gens qui sont mal à l'aise avec le numérique, qui n'osent pas en parler parce qu'il y a une forme de tabou. Ça paraît normal de savoir se servir du numérique. Et il y a beaucoup de gens qui sont en fait en difficulté, et pas que des personnes âgées. Moi, j'avais une question sur la population des personnes plus âgées. Pensez-vous que la question de la double authentification telle qu'elle se propage en ce moment est adaptée à cette population-là? Voilà, évidemment, avec des cas personnels très flagrants. Quand on essaye d'aider des personnes plus âgées sur leurs outils numériques, je comprends très bien que la double authentification, c'est une bonne solution pour gérer des situations, sauf que quand vous êtes une personne très âgée qui ne sait pas vraiment se servir d'un appareil, et que vous faites avec elle ou pour elle des choses, quelquefois vous les faites à distance, et la double authentification, c'est autant vous dire impossible de le faire en fait. Et on se retrouve piégé. La sécurité en fait va créer de l'isolement. Est-ce que vous avez eu des cas comme ça? Est-ce qu'on est venu vous voir en disant voilà, on va mettre une double authentification? Est-ce que ça passe la barre des usages que vous voyez, madame? Alors, je vais juste, avant de laisser la parole à Swad, la double authentification, donc c'est le fait d'avoir deux outils qui, voilà. Je traduisais simplement, et c'est une obligation en plus aujourd'hui, donc il n'y a pas de choix. Alors, on ne va pas mettre tous les sujets âgés dans le même panier. Donc, c'est vraiment qu'il y a déjà deux grandes catégories, ceux qui ont encore toutes leurs capacités cognitives et ceux qui commencent un petit peu à perdre à avoir. Oui. Donc c'est vrai que plus on complique un peu les choses, plus ça devient un petit peu inquiétant et pour eux. Donc c'est vrai que la double identification, ça complique encore les choses pour eux et des fois ils sont un petit peu perdus, ils savent pas et du coup ils vont lâcher un petit peu et quand on a la chance d'avoir des enfants ou des petits enfants, ça va, mais des fois il y a des gens qui sont un petit peu isolés. Et donc c'est surtout avec cette catégorie qu'il faut travailler. Maintenant, quel que soit ce qu'on va mettre en place, si vraiment il y a un vrai travail d'accompagnement à ces mécanismes, on a, même en présence des maladies neurodégénératives, on a une mémoire qui s'appelle la mémoire procédurielle, et plus on la fait travailler, plus on a des chances que les choses se mettent en place. Donc, quel que soit ce qu'on veut mettre en place, et il faut aussi réfléchir aux modalités d'accompagnement de l'appropriation du sujet, de ce mécanisme. C'est vrai que là, ils ont l'impression qu'on lance plein de choses, tout va trop vite, il faut tout faire sur Internet, il faut tout... Et ça, ils sont de plus en plus dépassés. Donc, c'est pour ça que nous, on a créé des espaces, cet espace café multimédia pour pouvoir un peu, en nous disant... est-ce que si on les accompagne avec leur rythme, avec des modalités adaptées, en respectant leur caractère, est-ce qu'on y arrive quand même ou pas? Et on y arrive. Et aussi, on travaille aussi avec la mémoire, on renforce un peu les stratégies de recherche en mémoire. Ça aussi, c'est des choses qu'on leur fait faire dans les stimulations cognitives, dans les ateliers mémoire. Mais on peut y arriver, mais à condition vraiment d'adapter le mécanisme.
Juste un point que vous avez mentionné très justement, au déclin cognitif s'ajoute le déclin physique. L'arthrose, l'arthrite, on ne peut plus se servir de tout petit clavier, c'est vraiment impossible. On n'a pas travaillé sur cette thématique-là, je vous le confirme, mais ça s'ajoute au déclin cognitif, bien sûr. Si je peux juste rajouter quelque chose, attention de ne pas confondre double authentification et la façon dont je l'utilise. C'est-à-dire qu'on travaille sur des solutions qui ne sont pas encore malheureusement, je dirais, pour l'ensemble du grand public, mais ce qu'on appelle le passwordless, c'est de faire en sorte de ne pas avoir de mot de passe du tout et d'avoir des mécanismes d'authentification qui sont liés plutôt à la reconnaissance physique, qui sont liés à la façon dont je me comporte sur simplement Internet et donc potentiellement ma vie numérique. Donc le but, c'est effectivement de s'affranchir de tout ça et de permettre à des gens qui simplement ont du mal avec l'outil informatique de pouvoir être reconnus quand même. Alors, c'est des solutions qui arrivent progressivement. Pour le grand public, elles seront peut-être que dans 10 ans, c'est une évidence. Désolé, mais en tout cas, on va dans cette logique-là, parce que la plus grande faille, malheureusement, c'est nous tous. C'est nous tous avec nos mots de passe. Et c'est comment j'arrive à m'affranchir de ça. Je suis sûr que si je vous posais 10 questions en l'espace d'un quart d'heure chacun, je suis capable de reconstituer votre mot de passe que vous utilisez tous les jours. Parce que c'est comme ça que font les hackers. Et c'est important de s'affranchir de tout ça. Voilà. Donc, l'authentification, on y travaille, voilà, c'est important. Mais effectivement, c'est pour bien prendre en compte le fait que, potentiellement, on n'a pas le même rapport à l'informatique que des gens qui sont nés dedans. Sans parler de problématiques régionales, parce que je suis dans un endroit rural, ça n'a rien à voir avec la population urbaine. Et utiliser un France Connect pour aller faire ses impôts à une personne qui habite au fin fond des Landes, c'est très compliqué. Donc, il n'y a pas que par rapport à l'âge. Hein, donc, c'est malheureux, mais c'est réel. Oui, c'est pour ça que je parlais du rapport sur la médiation numérique, dans lequel j'étais désolée de ne pas voir une seule fois le mot sécurité. Parce qu'en fait, c'est la synthèse de tout ce qui se passe en France. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Oui, bonjour, rebonjour. Peut-être une question pour Linda. Par rapport à ce qu'a vécu l'entreprise de votre mari, est-ce que vous êtes capable de nous chiffrer le coût de la réparation et peut-être en pourcentage de chiffre d'affaires? Et est-ce que le fait de communiquer sur le risque financier et la perte que ça va générer n'est pas un moyen pour alerter également de manière tangible les PME face à une menace fantôme en quelque sorte? C'est une super bonne question. Oui, je peux donner des chiffres autour. Il a eu la chance, c'est une très petite entreprise, ils sont que 11, hein, donc c'est pas très grand. Mais en fait, on a perdu, à la fin, on a perdu une journée de travail et on a perdu une semaine de données. Voilà. Et comment on a comptabilisé, c'est qu'il y avait 2 machines qu'on ne pouvait pas récupérer, donc poubelle, donc 2 postes poubelles. On a pris ça c'est incroyable aussi à savoir, on a pris un PV de l'État français parce qu'on a perdu une semaine de données financières. Et si on n'a pas le backup qui va bien, on prend un PV. Il était de 10 000 €, sache-le. Voilà. Donc, dans une petite entreprise, je ne saurais pas vous donner le chiffre total, mais 10 000 de PV, 2 postes, voilà, et une journée de chiffre d'affaires. Donc, oui, en communiquant, je pense que ça aide des entrepreneurs à comprendre, mais il y a des situations tellement flagrantes. Je ne sais pas si vous avez vu dans la presse, mais il y a une société dans l'Est de la France qui était connu qui fait des espaces open space, vous savez, qui fait tous les cloisonnements de open space familial. Eux, ils ont carrément fermé. C'est fini la société. Ils ont plié la société, donc complètement terminé, avec 45 personnes qui ont perdu leur travail du jour au lendemain parce qu'ils ne pouvaient pas récupérer. Donc oui, sans doute, on ne communique pas assez sur... C'est une très bonne... Donc ma deuxième recommandation, c'est effectivement qu'on comptabilise plus et on en parle plus en chiffres parce que ça touche la poche. Juste pour compléter ce que vient de dire Linda, malheureusement, on a beaucoup de cas, on n'en parle pas.
Et il faudrait effectivement qu'on communique beaucoup plus sur le sujet. Parce qu'en tout cas, en France, en 2022, il y a eu beaucoup de sociétés qui ont mis la clé sous la porte et pas à cause du Covid. Oui, il y a encore une question, madame. Je vous remercie des explications et des recommandations. Alors, ma question demande d'avis, en fait, peut surprendre, donc je vous préviens. Alors, j'avais en fait fait un petit post il y a quelques semaines sur une analogie entre la voiture, le permis de conduire, le code de conduite et l'utilisation du numérique. Donc aujourd'hui, c'est vrai, le titre de la table ronde, les oubliés du numérique, ce qui fait qu'on n'a pas assez popularisé la sécurité informatique. J'évite le mot cybersécurité parce que finalement, c'est la sécurité de l'information. Et ma petite analogie, en fait, c'était par rapport aux voitures. 1885, la première voiture a vu le jour. 1899, le premier certificat de capacité a été établi. Et le permis de conduire, en fait, il a vu le jour en 1922, donc 37 ans après la première voiture. Alors, par analogie sur le monde du numérique, à peu près l'an 1000, XXX, il y a des efforts de collectivité, des organismes. Le cybermalveillance, il élabore un contenu assez lucide, en fait. L'ANSSI, pareil, ils élaborent un contenu assez lucide. Par contre, on n'a pas assez, selon mon avis, assez popularisé, en fait, cet usage du numérique et les bonnes pratiques à prendre en compte. Et du coup, dans ma tête, je me dis, bon, une voiture, elle a sa carte grise, un smartphone, il a aussi sa carte grise qui est l'IMEI. C'est un identifiant unique. Pour pouvoir se procurer un smartphone, ça serait bien de présenter un code et un permis valable, ce qui fait que tout le monde, la population, sera obligé à suivre, en fait, à obtenir son permis avant de conduire le smartphone. Qu'est-ce que vous en pensez, en fait, par rapport à ce... C'est intéressant, juste 2 points. Là. Le premier, c'est que la première voiture était très chère, donc on peut difficilement la comparer au smartphone qui est très grand public. Ensuite, si vous faites ça, vous créez un marché souterrain de revente de smartphones sans carte grise, complètement illicite, qui évidemment va être trusté par tous ceux qui ne devraient pas en avoir, bien entendu. Mais c'est intéressant, mais c'est ce que fait cybermalveillance, c'est ce que fait l'ANSSI pour les entreprises. Il y a des tas de tentatives. Simplement, les pirates sont toujours avant nous. Enfin, quel que soit le niveau d'éducation que l'on apporte, il y a toujours des gens qui sont en avance de phase parce qu'ils ont des objectifs économiques ou politiques que n'a pas le grand public. Mais c'est une partie de réponse. Je laisse... Moi, je sais, à vous écouter, je me disais pourquoi ne pas créer des stages pour nos enfants, par exemple, des mini-stages dans lesquels ils vont passer 1 ou 2 journées comme ça à être sensibilisés réellement et le faire au grand public, à tout le monde. Donc peut-être pas forcément l'imposer, mais en tous les cas renforcer toutes ces possibilités d'aller vraiment se former et d'y voir un peu plus clair. C'est vrai qu'on est tous un petit peu perdus dans ce monde d'informatique. Je vous remercie. Vous voyez la différence entre la paranoïa de quelqu'un dans la sécurité comme moi, qui voit tout de suite ce qu'il va y avoir de mal, et le côté positif de Souad, qui dit voilà comment il faut faire positivement. Moi, je suis à la recherche de solutions du terrain, donc je vous remercie. Voilà, je voulais remercier Nassira une fois de plus pour nous avoir invités et nous avoir donné l'occasion de faire cela. Merci beaucoup à tous mes intervenants et à tous nos participants. Et sous nos applaudissements.